BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ces questions, vous le savez, vous pouvez nous les adresser sur notre site internet bfmbusiness.com, par mail, intégral placement avec un S à la fin @bfmbusiness.fr, ou bien encore en nous suivant sur les réseaux sociaux @intplacement, là aussi avec un S à la fin. Et aujourd'hui, c'est donc François Chollet qui est resté avec nous. François Chollet de Montségur Finance. François, on attaque avec une question de Marie qui voudrait savoir quels sont les secteurs en priorité à jouer en bourse pour 2013. Je sens qu'on fait de la prospective en attendant la réouverture des agences bancaires. Écoutez, je crois qu'on peut continuer à jouer les entreprises qui sont en forte croissance, des grandes exportatrices, qui ont réussi une belle année 2012 et qui devraient continuer en 2013 à créer de la performance. Et puis imaginez peut-être, s'il y a un petit rallye haussier qui se poursuit sur les marchés, un rallye cyclique et donc revenir sur les dossiers. Pour l'un et pour l'autre. Dans le cadre des belles valeurs de croissance, vous avez des Inditex, des SAP dans les valeurs européennes, vous avez dans les Essilor, Dassault Systèmes français, des grands titres comme ça qui ont été capables de générer de la très belle performance, y compris pendant la période de crise, de l'Air Liquide, de Linde allemand, enfin je pourrais vous en citer à l'appel. Un peu à l'appel. Pour les valeurs cycliques en rattrapage, vous avez des cycliques de qualité qui ont été capables, elles aussi, de procéder à des grandes mesures d'économie de coûts. Et on voit des parcours comme Lafarge, Saint-Gobain, qui a beaucoup chuté et pris de retard après son profit warning, des Michelin qui ont fait un parcours magnifique, mais qui sont sur des multiples de 5 ou 6 fois les résultats, qui restent encore assez modérés et qui ont fait beaucoup d'investissements sur les pays en forte croissance. On se souvient de l'augmentation de capital de Michelin qui était destinée à créer des infrastructures locales pour pouvoir produire et distribuer rapidement là-bas. Donc vous avez un rattrapage possible. Vous avez des titres comme Bouygues, par exemple, aussi, qui dans les secteurs a été un peu délaissé et qui pourrait notamment malgré l'impact télécom. Malgré l'impact télécom, je crois qu'il faut garder un peu sa raison. L'entreprise a fait un rachat de ses propres titres pour les annuler autour de 30 €. Et c'était il y a maintenant 1 an et demi. On est autour de 20-22 €. Je crois qu'il y a un vrai potentiel encore de rattrapage pour cette valeur-là. Lafarge, on peut rappeler qu'il faisait partie des plus fortes hausses du CAC 40 si on acceptait les deux nouveaux entrants qui étaient Gemalto et Solvay. Voilà donc quelques titres auxquels vous pouvez vous intéresser, Marie. Voilà, une autre question de Pierre qui nous écrit, lui, d'Antony. Si vous deviez miser sur une banque en 2013, laquelle me conseillez-vous ? Alors, sur les banques, c'est vrai qu'on a vécu des années un peu difficiles. Je crois que la décote qui s'est créée à l'été 2011 sur les banques françaises était assez criante. On avait quasiment 60-70% parfois de décote sur la valeur de la book value, c'est-à-dire des fonds propres. Vous avez donc, je crois, un rattrapage qui pourrait se poursuivre, tant du côté du premier de la classe, BNP Paribas, qui a produit des résultats extrêmement solides en 2012 et qui devrait produire des résultats encore meilleurs si on imagine qu'il y a moins de provisions à passer exceptionnelles sur des dépréciations d'actifs du fait de la sortie des zones un peu en difficulté. Donc BNP Paribas, on conserve évidemment. Société Générale que nous avons également en portefeuille et qui pourrait poursuivre son rattrapage. Je crois qu'on est en train de franchir les 30 € au moment où je vous parle. Oui, on est à 29,80 sur Société Générale, plus 5% aujourd'hui. Voilà, donc c'est des choses qui sont assez rassurantes. Après, vous avez des jokers peut-être que vous pouvez imaginer. Natixis, pour lesquels le marché n'a pas encore complètement intégré le fait qu'il y avait beaucoup moins de risques et une valorisation qui était assez basse. Et puis, je donnerai un dernier petit joker avec un titre que j'affectionne qui s'appelle Boursorama, qui est donc une filiale de la SocGen. Filiale de la Société Générale qui est assez stratégique pour la Société Générale puisque c'est celle qui est en fait sur le canal Internet et qui est aujourd'hui extrêmement bien capitalisée et qui serait capable d'ailleurs de distribuer un dividende extrêmement conséquent avec des fonds propres aujourd'hui qui représentent plus de 30% de core ratio tier 1. Donc c'est assez surprenant pour des métiers très peu risqués puisque c'est du placement principalement, bien évidemment du courtage de bourse puisque c'est l'activité initiale de l'entreprise Boursorama, mais qui se met également à faire du crédit et il développe une offre de ce point de vue-là qui est assez intéressante. Boursorama n'a pas profité de la hausse des valeurs bancaires en 2012 ? Non, elle avait été sanctionnée avec le train qui est vraiment venu massacrer les valeurs bancaires françaises et elle n'a pas encore bénéficié du moindre rebond, donc en dessous de 5 €, autour de 5 €, je pense que c'est une très bonne idée. Et voilà, peut-être une pépite donc pour jouer le secteur bancaire en 2013. On enchaîne avec une question d'André qui nous écoute à Paris et qui s'interroge sur le Japon. Peut-on imaginer que l'économie japonaise reparte pour de bon, surtout quand on voit la dégringolade du yen? C'est vrai que la monnaie japonaise file à vitesse grand V. Quel est votre sentiment sur cette zone japonaise? On est dans un effet effectivement de dégringolade du yen, restauration de compétitivité, notamment par rapport à ce grand... C'est devenu très politique, quoi. C'est devenu très politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est durable? Écoutez, le rebond, en tout cas pour l'investisseur européen, n'a pas été extraordinaire.
On est autour de 10 400 points sur l'indice Nikkei, bien loin bien évidemment de ces records que tout le monde a en tête et qui, je crois, resteront dans les mémoires pour longtemps. Remarquez comme les 6 on ne se sent pas très bien qualifié pour juger aujourd'hui d'investissement sur le Japon. Je crois que c'est une zone de diversification. La croissance n'y sera pas extraordinaire. Je crois qu'il y a d'autres choses à faire dans cette zone-là. D'autres choses à faire que de s'intéresser au Japon. André, désolé pour l'envie d'exotisme. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, ce que vous proposiez sur l'Asie, c'est plutôt la Corée du Sud, jouer l'indice coréen. Effectivement, Taïwan également, qui a aujourd'hui des grands champions capables de faire des résultats absolument extraordinaires en exportation. Donc il y a des vecteurs de croissance là qui me paraissent plus intéressants que sur le Japon. Question de Pierre qui nous écrit de Colombes. J'ai 50 ans et 100 000 euros à placer. Quelle est pour vous la répartition idéale entre actions, obligations, or et devises pour 100 000 euros? Alors écoutez, on est aujourd'hui sur des portefeuilles plutôt prudents pour les clients. Je crois que clairement le seuil de douleur est devenu quelque chose de très important. Donc une dose d'action qui ne devrait pas forcément dépasser 20 ou 25%. On est plutôt à privilégier les obligations d'entreprise encore aujourd'hui, malgré le parcours. Vous me disiez que c'est pas rentable du tout? Non, les obligations d'entreprise high yield restent encore rentables. On a des rendements. Il faut prendre du risque. Donc. Il faut prendre du risque. Et je crois que pour certaines entreprises, quand on est capable de faire cette analyse action derrière, sur les entreprises, on est capable d'y aller. Eh bien, on arrive à créer encore des portefeuilles qui rapportent autour de 4,5%. Donc, c'est des rendements qu'on peut encore aller chercher, qui peuvent progresser sur 2013. C'est l'essentiel. On évite, nous, les emprunts souverains, notamment sur la France et l'Allemagne, puisqu'on n'y retrouve aucune rémunération. Et puis, au-delà de ça, on continue à privilégier des entreprises capables de faire un fonds de portefeuille de croissance, comme je citais tout à l'heure, quelques valeurs de rendement, quelques valeurs également sous-évaluées qui ont subi une grosse décote et qui n'a pas été encore, je dirais qu'ils sont encore en retard par rapport au rebond des marchés. Ça peut constituer un peu de portefeuille. On est aujourd'hui en diversification un peu sur les États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie dont on parlait tout à l'heure. Ça représente, on va dire une 10 ou 12% de l'actif. Action, donc à peu près 50% de la poche action pour nos clients. Et ça fait des portefeuilles, je crois, assez équilibrés, capables de résister à une tempête si jamais elle venait et de progresser convenablement en 2013. En cas de tempête, il faut aussi mettre peut-être un peu d'or dans son portefeuille? Je ne suis pas très friand des placements de thésaurisation, donc que ce soit l'or, vous parliez du vin tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à acheter du Pernod Ricard et du Rémy Cointreau quand j'ai envie de jouer le cognac, l'armagnac et les alcools, plutôt que d'aller acheter des vins en bouteille. Je pense qu'ils sont beaucoup plus compétents que moi pour jouer l'or, juger de ces marchés. Et d'ailleurs, le parcours boursier était là aussi très favorable. Les mines d'or, ça ne vous donne pas envie d'acheter des actions de grands miniers? Oui, je ne me sens pas cette compétence ni cette envie. Je crois que vraiment le seul miracle de l'économie capitaliste, c'est le compte de résultat, et que ce genre de choses-là ne produit pas, en tout cas à long terme pour moi, des choses suffisantes pour justifier mon investissement. On marque une pause, François. Il est 12h13, vous êtes sur BFM Business et c'est Sophie Tussaud qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Sophie. Bonjour Cédric, bonjour à tous. 2012 a été une année noire pour le marché automobile. Il est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans. Sur l'ensemble de l'année, les immatriculations de voitures neuves vont dégringoler de 14% et sont passées sous la barre de 1,9 million. Celles de PSA, Peugeot, Citroën ont chuté de 17,5% et celle de Renault de 22%. Le mois dernier, les immatriculations ont plongé de 14,5%. Le gouvernement maintient son estimation de l'impact de la censure par le Conseil constitutionnel. Il le maintient à 500 millions d'euros le coût pour les finances publiques des dispositions budgétaires. Déclaration ce matin de Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. Le Congrès américain a adopté hier soir une loi qui évite aux États-Unis la cure d'austérité du mur budgétaire. Elle permet aux États-Unis donc d'éviter les 600 milliards de dollars de hausse d'impôts et de baisse des dépenses publiques, ce qui constitue une victoire pour Barack Obama sur la fiscalité face aux républicains. Et puis la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 aurait été financée par Mouammar Kadhafi à hauteur de 50 millions d'euros. C'est ce qu'affirme Ziad Takieddine dans les colonnes du Parisien. L'intermédiaire en armement assure en avoir informé la justice et se tient prêt à fournir les preuves de ce qu'il avance. Merci beaucoup Sophie Tussaud. On vous retrouve tout à l'heure juste avant 12h30 et le 12h30 de Delphine Liou. En attendant, le CAC 40 est en hausse de 2,37% à 3727 points. L'eurodoll est à 1,3249.
Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on continue tout de suite de répondre à toutes vos questions sur votre argent, vos questions que vous nous envoyez chaque jour sur notre site bfmbusiness.com avec aujourd'hui donc les réponses de François Chollet. François, une question à propos du secteur automobile qui fait réagir à nos téléspectateurs. La chute des ventes d'immatriculation en France au mois de décembre, les chiffres ont été publiés ce matin. Gilbert Arroyan vous demande à quand une reprise du secteur automobile en France et en Europe? Alors pour l'Europe, il faut nuancer parce que si vous regardez les performances des constructeurs automobiles, notamment germaniques, vous avez des entreprises qui ont fait des performances l'année dernière absolument exceptionnelles. Nous sommes actionnaires par exemple de BMW et notamment d'une action à dividende prioritaire de BMW qui est quasiment sur ses records avec une hausse l'année dernière qui est de l'ordre de 40% ou voire au-dessus pour Volkswagen. Donc on peut difficilement comparer les deux. Vous avez Renault qui a beaucoup également monté cette année. Le vrai sujet pour la France, c'est le parcours peut-être de Peugeot. C'est peut-être ça qui l'intéresse plus particulièrement. La valorisation de Peugeot aujourd'hui est une valorisation qui est quasiment une valorisation de faillite des actifs du groupe Peugeot. Je crois que si l'activité en tout cas peut perdurer pour le groupe Peugeot, il y a de fortes à parier que ça peut être une valeur qui puisse se rattraper un petit peu en 2013, en tout cas on l'espère. Maintenant le marché est toujours en surcapacité pour la zone euro et je crois que c'est quelque chose qui est relativement durable malheureusement sur 2013. Je ne pense pas qu'il y ait un rebond extraordinaire de la capacité des constructeurs automobiles à vendre des véhicules neufs en Europe. Eh bien donc voilà pour ce secteur automobile. Petit détour aussi par le secteur télécom avec cette question de Luc à Cannes. Quelle est la valeur préférée, quelle est votre valeur préférée dans le secteur des télécoms? Et il veut savoir si, sauf si c'est celle-là, s'il peut avoir encore un espoir sur France Télécom. Alors c'est un peu comme pour les constructeurs automobiles. Vous avez le premier de la classe en France qui est Iliad, qui nous a permis de faire une belle performance depuis maintenant plusieurs années et qui signe encore une année 2012 magnifique. Il faut dire que c'est quasiment un sacré coup qui a été joué par le groupe, qui a réussi à prendre une part de marché assez impressionnante en l'espace de quelques mois dans le paysage du mobile en France. Donc on conserve cette valeur-là qui démontre sa capacité à générer de la croissance et à rester profitable, même si elle devrait s'assagir un petit peu, puisqu'elle commence à prendre une taille où la croissance devient un peu plus délicate. Mais en termes de valorisation, pour l'instant, on conserve Iliad. Et puis sur France Télécom, un petit peu comme dans le cas de Peugeot, je crois qu'on a un scénario qui imagine le pire. Je ne suis pas certain que cette entreprise aujourd'hui soit dans ce scénario. Je crois que elle maintient des parts de marché et on voit d'ailleurs sur les dernières publications que ces parts de marché restent favorables. Bien évidemment, il y a des érosions sur certaines gammes de prix, mais je pense qu'il y aura une capacité à refacturer de toute façon, à un moment donné, la qualité de service, à refacturer du haut débit ou du très haut débit pour des gens qui en ont un besoin crucial. Donc je suis assez tendance à écouter le discours de Stéphane Richard quand il vient à me rassurer sur le parcours de France Télécom. Je crois qu'on peut attendre un petit peu. Le dividende a été bien évidemment coupé, c'est ce qui a beaucoup pénalisé la valeur, mais je crois que sur ces niveaux-là, il est vraiment trop tard pour vendre, on peut conserver. Et pourquoi pas un pari dans la deuxième partie de l'année 2013 sur France Télécom? Oui, vous pouvez aussi jouer des filiales. Vous avez notre exemple avec Mobistar, qui est la filiale qui, là aussi, a subi un beau revers sur le marché l'année dernière et qui pourrait effectivement faire l'objet demain d'une marque d'intérêt un peu plus supérieure de la part de son actionnaire principal. Ouais, c'est vrai que c'est un secteur en pleine restructuration, le secteur des télécoms. Question de Jean qui nous écrit de Rouen. Je ne comprends pas sur quels critères est constitué le CAC 40. Qui décide? Alors c'est un comité scientifique. On n'a pas le droit de répondre nous non plus. C'est un très bel aéropage qui se réunit régulièrement pour déterminer quelles sont les entreprises qui seront à même d'entrer ou de sortir du CAC 40 avec un objectif, je crois, assez clair, qui est de faire en sorte que le CAC 40 reste représentatif de l'évolution des marchés et c'est cette représentativité des entreprises à l'intérieur qui me paraît être un élément clé. La liquidité, bien évidemment. Est-ce que le titre est suffisamment traité pour pouvoir rentrer dans l'indice? Et puis, je crois aussi que si on regarde sur longue période, il y a des effets de mode. N'oublions pas que Gemalto, qui vient de rentrer dans le CAC, fait partie des principales, voire c'est la meilleure performance du CAC l'année dernière. Elle est rentrée en fin d'année, une grosse partie de la performance ayant été réalisée avant. Si on imagine le CAC 40 aujourd'hui, si on regarde le CAC 40 et sa composition dans les années 2000, lorsqu'on était à plus de 6000 ou 6500 points, eh bien clairement on n'a plus du tout le même indice, les mêmes secteurs représentés de la même façon. Donc je crois que le rôle de ce conseil est quand même assez important. Mais est-ce qu'une touche de croissance supplémentaire serait pas la bienvenue dans le CAC 40 qui a souvent quand même des valeurs très industrielles? Alors je sais bien que dans les années 2000, on lui a reproché d'avoir trop de télécoms.
Ça a été assez procyclique, effectivement, dans les années 2000. On peut imaginer que le CAC 40 soit un peu mieux sectorisé. Le poids, aujourd'hui, que ce soit de Sanofi ou de Total, qui représente à eux deux quasiment un quart de l'indice, eh bien, c'est quelque chose qui est assez perturbant, peut-être, par rapport aux autres indices européens. Si on regarde, par exemple, le poids des financières, on a un poids sur l'indice CAC 40 qui a parfois été un peu déraisonnable par rapport aux autres indices sur lesquels on peut comparer, d'ailleurs, le CAC 40. On pourrait voir Iliad, par exemple, au CAC. Bien sûr, je l'espère bien. Ça ferait une entreprise récente, entrée parmi les grandes entreprises françaises. Je crois qu'il est temps d'avoir des aventures entrepreneuriales plus fréquentes dans les grands indices. Allez, on passe peut-être une dernière petite question de Fabienne qui nous écrit à Roubaix et qui s'intéresse à la gestion value. Elle revient en grâce. Pour combien de temps, d'après vous ? Alors écoutez, c'est une très bonne question. Je crois que la gestion value se définit comme étant une gestion qui cherche à faire des bonnes affaires sur le marché, à acheter des titres qui sont parfois en difficulté et dont on espère en tout cas un redressement. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de marge sur les valeurs. Et il y a un deuxième aspect qui est l'aspect souvent small caps. Et ce manque de liquidité a été largement pénalisant. Et donc si vous regardez sur la période récente, les exercices 2008 ont été absolument catastrophiques pour la gestion value et encore plus catastrophiques pour les small et mid caps qui ont concentré par leur manque de liquidité les plus fortes baisses. Vous aviez des fonds qui perdaient plus de 50% à l'époque sur ces marchés-là. Alors, il y a eu un très beau rebond en 2009, bien évidemment. Je crois que cette année encore, ça a montré que des entreprises qui, en 2012, étaient en train de se restructurer et de revenir à la profitabilité, on a des très beaux parcours. Je pense que Michelin fait partie des valeurs value qui ont fait ce beau parcours avec une décote qui était assez impressionnante sur les multiples. Si vous regardez par contre les titres moins liquides, le chemin reste à faire. Il y en a de ce point de vue-là beaucoup d'opportunités sur les small et mid caps, notamment françaises, et qui ont accusé un retard certain. Un ou deux noms, François ? J'avais dans les noms que l'on peut citer une valeur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Bull par exemple, qu'on avait cité et qui a fait un petit rattrapage en toute fin d'année, mais qui est encore très très loin d'être correctement valorisé. On est encore à la valorisation du cash qui est dans la société. Eh bien voilà les réponses ce matin de François Chollet qui nous accompagnait depuis 12h05. Merci beaucoup François. Merci à vous. Bon retour chez Montségur Finance et vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On y répond jour après jour. Vous pouvez le faire notamment par mail intégral placement@bfmbusiness.fr. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.